Madame la ministre, chère Laurence, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, monsieur le directeur général du Trésor, je suis ravi de vous retrouver ce matin au ministère de l'économie et des finances pour marquer une étape importante dans notre volonté de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le souvenir du Bataclan, que nous avons rappelé il y a quelques jours, la série d'attentats islamistes qui ont éprouvé la France, l'actualité récente à l'étranger, avec les attaques terroristes du Hamas contre Israël, montrent le caractère vital de la lutte contre le financement du terrorisme. Il en va de l'unité de nos nations, il en va de l'autorité des États, il en va de la souveraineté et de la sécurité de l'Union européenne. Ce qui est en jeu, c'est bien plus qu'une question de sécurité, c'est la question même de l'existence de l'Union européenne, de son indépendance, de la défense de ses valeurs et de la défense de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie possible quand de l'argent échappe aux lois. Il n'y a pas de démocratie possible quand de l'argent nous échappe pour financer des adversaires de la démocratie. La France s'investit donc totalement, depuis de nombreuses années, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et dans la lutte contre le financement du terrorisme. Nous avons été implacables et nous le resterons. Nous avons mis en place des dispositifs, nous voulons les renforcer. Et ma responsabilité de ministre des Finances est de m'assurer de l'efficacité de ces dispositifs et de prendre toutes les mesures réglementaires ou législatives pour que pas un euro ne puisse aller au financement du terrorisme. Pas un euro ne puisse aller au djihad islamiste qui a déclaré la guerre à l'Union européenne et aux États européens. Chacun doit prendre conscience de cette menace qui pèse sur nous, et qui ne pèse pas sur nous depuis 1 an ou depuis 2 ans, mais si on remonte un peu depuis plusieurs décennies. Depuis plusieurs décennies, le djihad a décidé d'affaiblir les États européens. Et ma responsabilité de ministre des Finances est que pas un euro, je le redis, ne puisse aller au financement de ce djihad islamiste. Nous avons fait beaucoup, nous voulons faire mieux. Et nous voulons faire mieux, notamment en accueillant à Paris cette future autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux. Notre candidature est un signe de détermination. Notre candidature est un signe de notre volonté d'aller plus loin dans la lutte contre le financement du terrorisme. Je voudrais d'abord revenir sur les raisons de la création de cette nouvelle autorité. Je pense qu'elle a beaucoup de sens et qu'elle est absolument indispensable. Toute la difficulté en Europe, nous le savons tous, nous qui sommes tous des Européens convaincus ici, c'est d'arriver à coordonner les actions, de faire en sorte que les renseignements circulent et que les procédures soient coordonnées et complémentaires. Trop souvent, nous avons des procédures parallèles, des fonctionnements par silos, là où il faudrait une unité de vue et une unité d'action. La deuxième difficulté, c'est que nous ne voulons pas que cette lutte contre le terrorisme se fasse au détriment de nos libertés publiques. Et en matière financière, il ne s'agit pas de renoncer à l'union des marchés de capitaux parce que les terroristes nous empêcheraient de le faire. L'union des marchés de capitaux est une nécessité absolue, elle est indispensable pour le développement, pour l'innovation, pour les nouvelles technologies, pour le financement de nos entreprises, mais elle doit amener précisément un renforcement de la coopération et de la coordination dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et dans la lutte contre le financement du terrorisme. Les deux vont ensemble. Notre niveau de surveillance dans le passé a parfois été trop défectueux, trop fragmenté. Pas un euro, je le redis, ne doit passer entre les mailles de notre filet européen. Cela suppose plus d'intégration et plus de supervision commune.
les réponses nationales ne seront pas suffisantes si elles ne passent pas par plus d'intégration et plus de solidarité commune. C'est une question d'autorité pour l'Union européenne, c'est une question d'autorité pour les États membres, c'est une question d'autorité pour nos démocraties. Nous avons besoin d'une approche résolument européenne et la création de cette nouvelle autorité sera le signe très tangible de cette approche résolument européenne. Les erreurs du passé, nous les connaissons. Avec cette agence, je pense très sincèrement que nous pouvons y remédier. Meilleure supervision, qui doit être collective, intégrée, européenne. Coopération plus étroite entre les cellules de renseignement financier nationales. Elles sont encore insuffisantes. Chaque renseignement doit être échangé lorsqu'il est nécessaire pour lutter contre un réseau financier qui vise à des fins de terrorisme ou de blanchiment d'argent. Cadre de régulation plus harmonisé. Il n'est pas concevable qu'il y ait encore autant de cadres de régulation différents entre les États européens. Transposition harmonisée des directives. Sur tout cela, il reste un chemin considérable à parcourir. Et que chacun prenne la mesure de la menace pour prendre la mesure des décisions qui restent à prendre. Je le redis, il ne s'agit pas de menaces ponctuelles, isolées. Il s'agit d'un combat déterminé de plusieurs décennies, de forces malveillantes, animées par des intentions politiques, contre les démocraties européennes. Nous n'aurons pas la bonne réponse si nous ne posons pas la réalité du diagnostic et du problème. Alors pourquoi est-ce que cette autorité, dont je redis l'importance et le saut qualitatif qu'elle nous permettra de faire, pourrait et devrait, à mes yeux, se trouver à Paris? Alors pas uniquement parce qu'on vous a trouvé exceptionnellement dans la semaine du beau temps, que Paris est par définition la plus belle ville du monde, qu'elle dispose de nombreux atouts culturels, de nombreux atouts que vous connaissez tous très bien. Je ne vais pas vanter ici les charmes de la ville de Paris, mais surtout parce qu'elle possède des atouts relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Nous avons déjà un important écosystème. Et j'insiste là-dessus parce qu'il me semble qu'une agence doit d'abord s'implanter dans une ville où il y a déjà des relais pour l'action dont cette agence est dépositaire. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, le meilleur écosystème européen, il est à Paris. C'est un fait. Et l'écosystème fera le succès de cette agence. Nous avons le groupe d'action financière. Nous avons l'organisation de coopération et développement économique. Nous avons l'autorité européenne bancaire. Tout cela, Laurence Boone le détaillera devant vous tout à l'heure. Mais il y a une vraie complémentarité entre ces différentes instances et je pense sincèrement que ce serait une erreur de séparer la future agence de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de tout cet écosystème qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Si nous voulons être efficaces, il faut intégrer. Intégrer là où il y a déjà des dispositifs. C'est en France que sont aujourd'hui les meilleurs dispositifs. C'est en France qu'il faut intégrer la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment du capitaux. Il y a une question de géographie dans l'efficacité européenne. La géographie doit nous amener à installer l'AMLA à Paris. En deuxième lieu, la France est un des pays leaders dans la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Je pense que c'est une garantie de crédibilité pour cette nouvelle agence. Nous n'avons pas attendu des mois pour nous impliquer sur ces sujets. Je donne juste 3 exemples. Nous sommes la première nation à avoir organisé une conférence internationale sur la lutte contre le financement de Daesh et Al-Qaïda, No Money for Terror, à Paris en avril 2018. Je pense que ça montre la lucidité de la France sur ce sujet. À l'initiative du président de la République, nous avons réuni en avril 2018 70 États et les responsables de près de 20 organisations internationales, régionales, agences spécialisées, pour regarder comment lutter mieux contre le financement du terrorisme. Et ayant maintenant une certaine ancienneté à mon poste, je peux vous dire qu'aucun autre État européen n'a suivi d'aussi près cette lutte contre le financement du terrorisme et ne s'est engagé avec autant de détermination depuis maintenant près de 7 ans sur la lutte contre le financement du terrorisme. La France a obtenu, lors de sa présidence du Conseil de l'Union européenne en 2022, des avancées significatives sur le paquet législatif européen dans ce domaine, et je l'ai porté moi-même. Nous avons, avec le président de la République, avec beaucoup de détermination, porté ce sujet,
et j'espère bien que nous pourrons, je le dis devant nos amis parlementaires, obtenir un accord rapidement là-dessus. Enfin, à l'initiative de Tracfin, la France organisera la prochaine plénière du groupe Egmont, qui est ce forum international qui réunit l'ensemble des cellules de renseignement financier du monde. Nous le ferons en juillet 2024. Vous voyez que la France est totalement engagée et cette candidature en est une preuve supplémentaire. Enfin, je tiens à dire, ce qui est une véritable exception dans mon discours habituel, que nous sommes prêts à apporter une contribution budgétaire à l'installation de l'AMLA, 15 millions d'euros. D'habitude, je dis non à tout le monde. C'est mon rôle de ministre des Finances en période de rétablissement des finances publiques, surtout quand on s'apprête à aller à Berlin cet après-midi. Mais cette fois-ci, je vous annonce que nous sommes prêts à soutenir l'installation de l'AMLA, à couvrir une grande partie du bail et des frais d'aménagement et d'installation. Je crois que c'est un geste extrêmement important dans un contexte de contraintes sur nos finances publiques, alors que chaque euro compte. Mais notre sécurité est à ce prix et j'ai la conviction que notre sécurité, en particulier face à la menace terroriste, qui n'a jamais été aussi élevée, passe par l'intégration de l'ensemble des dispositifs et des agences sur un lieu unique, et que ce lieu unique, c'est Paris. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Cher Bruno, d'abord, pardonnez-moi, je suis en train de perdre ma voix, mais elle devrait tenir jusqu'à la fin de ce court discours, car j'ai évidemment peu de choses à ajouter à ce que le ministre vient de dire. Donc, cher Bruno, mesdames et messieurs les députés, monsieur le directeur du Trésor, cher Emmanuel, et monsieur le président, cher Robert, et mesdames et messieurs, chers tous. Merci d'abord au ministre de m'avoir invité à participer à la présentation de la candidature officielle de Paris pour accueillir la future autorité de lutte contre le blanchiment des capitaux, l'AMLA, donc à Paris. Mon collègue Bruno Le Maire l'a dit, lutter contre le blanchiment, c'est d'abord lutter contre le terrorisme, mais c'est aussi lutter contre la corruption, c'est en fait préserver l'état de droit. Et c'est pour ça qu'il nous semblait important d'organiser un événement totalement dédié à cette candidature, à la fois pour souligner l'engagement de la France sur les sujets de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais aussi pour notre détermination à accueillir la future autorité à Paris. Je ne reviendrai pas sur le contexte de la réforme européenne des règles anti-blanchiment et de la création d'une autorité européenne dédiée. Je suis sûre que les députés ici présents pourront en parler. Mais vous savez que nous soutenons une finalisation très rapide des négociations sur les textes. Comme le ministre l'a expliqué, il est vraiment important que l'Union européenne mette rapidement en place une régulation plus harmonisée pour renforcer son intégrité financière et mieux assurer la sécurité de nos concitoyens. Juste un chiffre, les montants d'argent qui sont aujourd'hui blanchis au niveau mondial sont estimés à peu près 5% du PIB mondial. C'est énorme et il faut absolument qu'au niveau de l'Union européenne, on arrive à les diminuer, voire à les éliminer. Voilà, laissez-moi, je vais maintenant insister sur certains points, effectivement, qui font toute la valeur et la pertinence de la candidature française. D'abord, et le ministre l'a dit, la future AMLA disposera du plus robuste dispositif national de lutte contre le blanchiment et de l'engagement français reconnu dans ce domaine. Comme vous savez, nous avons déjà à Paris le groupe d'action financière, le GAFI, à l'OCDE, l'autorité bancaire européenne, la BE, ce qui a évidemment plusieurs avantages. D'abord, le GAFI, né en 89 par le G7 pour élaborer et promouvoir les stratégies de protection du système financier mondial, c'est vraiment l'organisme où se font toutes les réglementations à ce sujet. Et si nous pouvons mettre l'AMLA à côté du GAFI, ça veut dire des discussions permanentes, des échanges permanents. Et en fait, ce que fait l'Union européenne, par exemple, avec les réglementations numériques, qui est de faire rayonner
notre approche des réglementations pour lutter contre le blanchiment au niveau mondial. Donc d'abord, une plus grande influence sur la définition des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. C'est à la fois très simple et très concret. Ça veut dire qu'entre les réunions plénières, de manière effective et décisive, nous verrons des agents de l'AMLA rencontrer des agents du GAFI, parler de l'élaboration des recommandations, échanger des notes interprétatives, les lignes directrices et les guides de bonne pratique. Voilà, c'est juste du bon sens et de la vie quotidienne des agents de ces agences, les locaux de l'OCDE où se trouve le GAFI étant à Paris. La présence à Paris de l'AMLA permettra aussi à ces équipes d'assister de manière systématique à ces réunions techniques en engendrant des coûts environnementaux très faibles et donc, comme je le disais, en donnant toutes ses chances à un alignement des futures normes du GAFI sur les règles de l'Union européenne. Pour avoir été à l'OCDE pendant quelques années, je peux vous assurer qu'avoir les deux dans la même ville, ça permet une présence que n'a jamais aucun autre pays. Et surtout post-Covid et dans un moment où le monde lutte contre le changement climatique. Et la proximité entre l'AMLA et le secrétariat du GAFI permettra également de développer des synergies entre les deux institutions, y compris en matière de ressources humaines et de gestion des parcours professionnels. L'AMLA pourrait tirer parti de sa proximité géographique avec le GAFI pour mettre en place des programmes de détachement de personnel avec cette institution, ce qui contribuera à renforcer son attractivité. Il est certain que le GAFI peut offrir des perspectives professionnelles très intéressantes pour les futurs agents de l'AMLA. Et je voudrais aussi dire que, et on le sait pour des carrières professionnelles dans les couples équilibrés, il est évidemment important que des fonctionnaires ou des agents de l'AMLA puissent aussi être à Paris, où ils pourront être, leurs conjoints pourraient être au GAFA, à l'OCDE, dans des banques, puisque Paris est, je crois, grâce au ministère de l'économie et des finances, la première place financière européenne aujourd'hui. Et donc offrir une qualité de vie aux agents et un parcours professionnel à leur famille qui est important. Et puis, comme vous savez, l'OCDE ne fait pas que lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais est beaucoup plus large dans ces questions qui sont liées à la corruption et à la lutte contre le blanchiment, avec également tout ce qui est contrôleur des impôts, liste noire, liste grise, pour une finance internationale plus saine et pour moins d'optimisation fiscale. Voilà, donc je crois qu'avec la proximité, en plus de l'autorité bancaire européenne et de l'autorité européenne des marchés financiers, compléter cet écosystème avec l'AMLA serait extrêmement utile. Je crois que nous aurons d'autres personnes qui parleront de l'attractivité exceptionnelle de la ville de Paris en tant que telle. Mais c'est effectivement à la fois un système pour les familles, comme je le disais, mais aussi, je crois qu'on répond à un déficit, en fait, de présence d'agents d'institutions européennes à Paris quand on le compare à d'autres grandes capitales. Vous savez, nous avons l'agence bancaire européenne, je le disais, et aussi l'ESMA. Néanmoins, à l'échelle nationale, quand on compare le nombre de personnes qui travaillent pour des agences européennes, la France n'est pas très bien pourvue. Il y a aujourd'hui 1000 personnes qui travaillent en France dans des agences européennes, alors qu'il y en a 2000 chez nos voisins italiens ou espagnols, donc le double, c'est beaucoup, ou plus de 5000 en Allemagne. Et je crois qu'accueillir l'AMLA sur le territoire national permettrait de rééquilibrer cette situation, ce qui est essentiel parce que l'Europe doit être incarnée. L'Europe ne peut pas être que Bruxelles. L'Europe doit être Paris, doit être Berlin, doit être Madrid, doit être évidemment d'autres villes. Mais on a un tout petit peu trop tendance à dire Bruxelles ici. Et je crois que plus la présence d'agents européens sera grande sur le territoire français, plus l'Europe sera incarnée dans nos territoires. Voilà, je ne vous ferai pas la promotion de Paris. Votre présence ici témoigne de son intérêt et je sais que nous aurons d'autres personnes qui vont le faire ici. Je voudrais juste ajouter un petit mot à nos députés européens puisqu'il y a une nouvelle procédure pour le choix de l'allocation de l'AMLA.
et dire que nous comptons sur vous pour être les ambassadeurs de notre candidature vis-à-vis de vos collègues en Europe, comme vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les députés européens, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur l'adjoint au maire de Paris, Monsieur le Président, cher Robert Ophèle, Mesdames et Messieurs, alors je vous prie tout d'abord d'excuser notre présidente Valérie Pécresse qui préside actuellement le Conseil régional et qui ne peut pas être là, mais qui m'a demandé de la représenter en tant que vice-présidente en charge des sujets économiques et surtout en tant que présidente de l'agence d'attractivité de la région, Choose Paris Region, qui travaille depuis plus d'1 an sur ce dossier avec M. Ophèle par l'intermédiaire de notre directeur Lionel Grotto. Alors, beaucoup a été dit et de par mes fonctions, je vais centrer mon propos sur les atouts du territoire d'accueil qui est proposé dans la candidature française pour l'AMLA, à savoir Paris et sa région. Alors, notre région, Madame la secrétaire d'État l'a dit, offre un cadre idéal pour l'AMLA. On est la première place financière européenne, avec la plus forte concentration en Europe de personnel dans le secteur banque-assurance. Une place financière, effectivement, dont la valorisation boursière vient de dépasser celle de Londres. Nous sommes également la région qui a su remporter la bataille du Brexit en étant la capitale européenne qui comptabilise le plus grand nombre d'emplois relocalisés depuis le Brexit. Par ailleurs, la lutte contre le blanchiment fait face à une complexification et une digitalisation croissante des flux financiers et donc installer l'autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent dans la première région d'Europe en matière de recherche et d'innovation fait tout son sens. Première région en nombre d'ingénieurs, en nombre de brevets high-tech, en dépenses de R&D. 3 universités dans le top 50 du classement de Shanghai, dont la première place pour Paris-Saclay en mathématiques. Et un écosystème très fort dans le quantique, dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud. Un réseau également riche de 10 000 startups et d'événements dédiés à la technologie comme Vivatech, qui a dépassé le CES en nombre de participants pour la première fois en 2023. C'est aussi une région ouverte à l'international et située, ça ne vous a pas échappé, en plein cœur de l'Europe, avec près de 2 millions d'internationaux parmi les 12 millions d'habitants de la région et 120 000 étudiants étrangers. Paris est une ville centrale très bien desservie en train depuis Bruxelles ou d'autres capitales européennes pour les visiteurs occasionnels de l'AMLA. Et j'ajoute que le hub aérien de Paris est le premier de l'Union européenne. L'AMLA rejoindrait, ça a été dit par ailleurs, la 60aine d'organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales à portée internationale déjà présentes en Île-de-France. Alors, au-delà de ces atouts structurels, l'Île-de-France, je le pense, sera un cadre idéal pour les salariés de l'AMLA. On sait que ça joue un grand rôle dans les décisions d'implantation et leurs familles, avec une offre déterminante en matière d'école, de cursus international européen. Je pense par exemple au doublement du nombre de lycées internationaux. D'ailleurs, l'école européenne de Courbevoie, qui a été créée en 2019 lors de l'arrivée de l'Agence bancaire européenne à Paris pour les enfants des fonctionnaires européens, dispense un enseignement de qualité et les enfants du personnel des organisations européennes et internationales y bénéficient d'un accès prioritaire. Aujourd'hui, elle accueille à peu près 230 élèves. Sur tout niveau, elle prévoit d'accueillir 1000 élèves en 2027. Je pense également à la capacité d'accueil de nos établissements médicaux, parmi les meilleurs au monde, et qui proposent des services multilingues pour veiller à ce que les patients internationaux et leurs familles qui ne parlent pas français bénéficient du meilleur service possible. Et je pense, cela a été dit aussi, à la qualité de vie exceptionnelle, avec une offre culturelle et de loisirs incomparable, et nous ne sommes pas la première région touristique mondiale pour rien. Un environnement aussi adapté aux exigences d'une grande autorité européenne, avec, alors c'est M. Ophèle qui en parlera, mais une sélection d'immeubles que nous proposons qui répond à une exigence très forte en matière environnementale, une offre de transport riche et décarbonée parmi les plus denses d'Europe et qui va encore s'améliorer avec tous les investissements qui ont lieu actuellement, des connexions aux aéroports. Enfin, faire le choix de l'Île-de-France pour l'AMLA, c'est la garantie d'un soutien et d'une méthode éprouvée, et je finirai par là, avec un accompagnement sur mesure de notre agence d'attractivité, Choose Paris Region, et ses 130 collaborateurs, alors à la fois de l'autorité elle-même sur toutes ces problématiques, mais aussi les salariés
Je le répète car c'est important dans les décisions sur les volets administratifs. Ça va de l'ouverture d'un compte à la recherche de logements, cours de français, d'emploi pour les conjoints, des écoles pour les enfants. On accompagne plus de 900 nouveaux projets d'investissement chaque année. Et on a, par exemple, accompagné les 150 salariés de l'ABE en 2019. Et donc, notre agence d'attractivité pourra de même centraliser et faciliter l'ensemble des démarches d'implantation et des conseillers dédiés accompagneront l'AMLA à chaque étape. Pour conclure, je souhaiterais remercier chaleureusement Bruno Le Maire et Valérie Pécresse pour leur parrainage bienveillant qui nous permet aujourd'hui de présenter une candidature unique, ambitieuse et robuste, qui, je le crois, est le meilleur choix possible pour l'AMLA et ses salariés. Nous l'avons vu avec la réussite de la mise en place commune du guichet unique post-Brexit ou lors de l'accueil de l'autorité bancaire européenne à Paris. Quand l'État et les territoires travaillent main dans la main, les résultats sont au rendez-vous. Merci à Robert Ophel de piloter cette task force avec brio et sans plus tarder, je lui passe la parole. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va finir très concret, parce que accueillir une agence européenne, proposer d'accueillir une agence européenne, c'est quelque part proposer un immeuble qui lui permette d'accueillir ses agents et de remplir ses missions. Or, le cas de l'AMLA présente un certain nombre de spécificités. Spécificités d'abord parce que, contrairement au Brexit, on ne transfère pas une agence, mais on crée une agence. Et cette agence, elle vise 10 000 mètres carrés, 400 personnes et peut-être plus ensuite. Donc, ça signifie que les espaces dont elle a besoin vont progresser au fil de sa montée en puissance, tant en termes de mission, supervision directe, un jour, et que de recrutement. On cherche donc des locaux avec une modularité qui donne à l'autorité une capacité d'occupation progressive. Elle n'a pas besoin de 10 000 mètres carrés le premier jour et elle n'aura pas 400 personnes le premier jour. C'est aussi une autorité qui aura besoin d'avoir de grandes salles de réunion pour accueillir de nombreux participants, compte tenu du nombre très élevé d'autorités nationales concernées, superviseurs, cellules de renseignement financier, donc très grande salle de réunion. C'est une autorité qui aura également besoin d'un haut niveau de sécurité en raison de la confidentialité, de la sensibilité des informations dont elle disposera et des procédures qu'elle initiera. Enfin, parce que l'AMLA est une autorité européenne qui s'installera en 2024, c'est une autorité dont l'empreinte carbone doit être minimale. Son implantation à Paris y contribuera, mais l'immeuble lui-même doit avoir les caractéristiques qui permettent d'assurer qu'une empreinte carbone minimale. Nous avons donc sélectionné 3 implantations possibles, respectant ce cahier des charges et les conditions que je viens d'évoquer. 2 à Paris La Défense, qui sont disponibles immédiatement et qui permettraient une occupation progressive, parce que ce sont des tours, étage par étage, on augmente, et une près de la gare de Lyon, qui sera disponible un peu plus tard, mais qui pourrait être un immeuble complètement dédié à l'AMLA. Pour faciliter une installation immédiate de l'AMLA, sans attendre les quelques mois nécessaires à l'aménagement final des locaux conformément aux souhaits qu'aura l'autorité et comment elle voudra concrètement s'installer, ou sans attendre la disponibilité des locaux de la gare de Lyon, les installations provisoires immédiates sont possibles. Les premiers agents de l'AMLA pourraient certainement être abrités quelques semaines par l'EBA à La Défense. D'ailleurs, il y a quelques agents de l'EBA qui ont vocation à rejoindre l'AMLA dans le cadre du projet, ou par l'ESMA près de la gare de Lyon. Des locaux totalement équipés sont également disponibles pour une occupation temporaire à La Défense, à proximité de l'EBA, pour permettre de faire la jonction des quelques mois ou des quelques trimestres, selon le choix final qui sera fait par l'autorité. Comme le ministre l'a annoncé, afin de faciliter son installation à Paris, la France s'engage à soutenir l'AMLA dans son installation immobilière, avec une dotation budgétaire de 15 millions d'euros sur la durée du bail, 9 ans, avec une très forte somme la première année, parce que la première année, il peut y avoir plus de dépenses, il faut faire des aménagements et acheter du mobilier pour que les agents puissent s'installer. Donc, en fonction
de l'issue des négociations avec le bailleur, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on négocie très, très fortement avec les bailleurs, et les prix affichés ne sont pas forcément les prix qui seront finaux. En fonction de ces négociations, eh bien, cette dotation pourra couvrir des loyers, des charges, des coûts d'aménagement, voire d'acquisition du mobilier. Donc, ça sera en fonction de tout cela. Notre proposition permet donc de rendre l'AMLA très vite opérationnelle et de lui donner la flexibilité et la modularité dont elle a besoin pour son installation. La proposition de la France d'accueillir l'AMLA à Paris traduit, vous l'avez compris, notre ambition pour l'Europe, ancrer la crédibilité de la future autorité de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans un écosystème attractif et à la pointe dans un domaine aussi sensible. Naturellement, nous aurons l'occasion de présenter plus en détail cette proposition dans les prochaines semaines à nos partenaires, responsables dans les États membres et parlementaires européens. Une audition publique des 9 candidats, parce qu'il y a 9 pays candidats, sera effectuée par les co-législateurs, disons cela, présentons-le comme ça, qui, j'espère, avant la fin de cette année, ce qui permettrait de boucler l'ensemble du paquet de lutte anti-blanchiment, y compris sa localisation, avant la fin de la mandature européenne actuelle. Voilà les éléments que nous voulions partager. Je crois qu'on peut poursuivre le débat de façon plus bilatérale autour d'un cocktail que je vois derrière vous et que je vous invite donc à rejoindre. Merci beaucoup.